Focus Podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de santé, mais pas la santé manger bouger, ni la santé manger 5 fruits et légumes par jour. On va parler de micronutrition, d'hormones, de carences et surtout de ce qui se passe quand le corps n'a plus ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Mon invité du jour, c'est William Kadmiri, naturopathe spécialisé en micronutrition et hormonologie, avec une approche fonctionnelle, concrète et orientée résultat. Avec lui, on va répondre à des questions simples mais fondamentales. Est-ce qu'il reste encore des vitamines dans ce qu'on mange aujourd'hui? À partir de quand une carence devient un vrai problème de santé? Qu'est-ce que le corps sait produire tout seul et ce qu'il est incapable de fabriquer? Bref, un épisode pour mieux comprendre ton corps, arrêter de bricoler ta santé à l'aveugle et reprendre un peu plus de contrôle. Installe-toi bien, on démarre. William, bonjour et bienvenue sur le podcast. Salut Sébastien. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Donc, comment tu es passé de coach sportif à naturopathe spécialisé en micronutrition et hormonologie fonctionnelle? Ok. Alors, j'ai commencé très simplement par STAPS, comme beaucoup d'ailleurs. Donc, je suis sorti du lycée, bac ES classique. À l'époque, je voulais être entraîneur d'arts martiaux. Je comprenais pas ce qui se passait dans le monde de la préparation physique parce que moi, je viens des arts martiaux traditionnels et je pensais qu'il fallait. Je pensais qu'on pouvait gagner sa vie en étant entraîneur, sauf que c'était de l'associatif, évidemment que j'ai compris rapidement qu'il fallait aller plutôt vers la préparation physique. Sauf que la préparation physique, on me faisait comprendre que si je venais pas d'un sport un peu élitiste, que j'avais pas une carrière moi-même, ça allait être compliqué pour accéder à certains postes. Donc je me suis dirigé vers le grand public. J'ai passé un BPJEPS ensuite après STAPS, parce que dans la filière STAPS, il n'y avait pas assez de pratico-pratique, on parlait de beaucoup de matières et beaucoup de choses. Ensuite, j'ai fait technique, comment ça s'appelait, sciences de l'entraînement en L3. Mais même comme ça manquait de pratique. Donc, je suis allé sur le BPJEPS AGFF. J'ai fait les 2 mentions à l'époque. C'était la mention C, la mention D. Donc, mention cours collectif, mention plateau musculation. J'ai travaillé pendant 8-9 ans en tant que coach sportif. Et pendant cette période-là, je commençais à comprendre qu'il me manquait des billes, clairement. Il me manquait beaucoup d'outils pour pouvoir accompagner au mieux. Et le profil que je coachais le plus, c'était des femmes qui pouvaient d'ailleurs se permettre de payer un coach et qui voulaient souvent perdre du poids ou qui étaient fatiguées. C'était souvent de la remise en forme. Et ce qui me manquait, c'était l'aspect nutrition. Et à l'époque, donc, je commençais à m'intéresser à la santé, à la nutrition, alors avec des lectures, tout ça. J'avais regardé du côté du BTS diététique, sauf qu'à l'époque, ça me paraissait très limité uniquement à la partie macro, c'est-à-dire uniquement les calories. Et j'avais aussi de mauvais retours sur le fait qu'il était potentiellement un peu obsolète dans ce qui était transmis. Et donc, je me suis orienté vers la naturopathie dans une école où le prof était naturopathe, mais était aussi médecin. Et il avait une vision très large et très scientifique de ce qu'était la naturopathie, avec un gros bloc en micronutrition. Donc, je me suis pris de passion pour la micronutrition à cette époque. Donc, on parle de ça, c'était en 2017. Le coaching sportif, j'ai commencé en 2011 à peu près et j'ai transitionné progressivement, c'est-à-dire que jusqu'à 2020, je faisais encore du coaching sportif. Et à partir de 2020, vraiment, j'ai basculé à 100% sur la naturopathie, avec après différents DU que j'ai passés pour me spécialiser en micronutrition. Et ce qui m'a amené à m'intéresser aux hormones et surtout aux problématiques féminines, c'est tout simplement le fait qu'on venait me consulter pour ça et qu'il fallait que je creuse le sujet et qu'il fallait que j'apprenne beaucoup plus ce qui se passait au niveau de la physiopathologie, au niveau des hormones féminines. Et donc, c'est ce qui a fait qu'ensuite, j'ai passé des formations, notamment les formations du docteur Hertog. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu le spécialiste en hormonologie. Je dis pas endocrinologie, je dis hormonologie avec la vision un peu anti-âge, médecine fonctionnelle, qui a d'ailleurs inspiré beaucoup de médecins fonctionnels qui exercent aujourd'hui dans le monde entier, et notamment dans les pays francophones. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à moi-même former. Donc à partir de 2021, 2022, j'ai commencé à faire des formations sur des thématiques précises comme la thyroïde, le SOPK, un peu l'endométriose. Et puis, de fil en aiguille, je me suis associé avec Marion Paré et Johan Manon et on a fondé Naturaneo, qui est l'école de naturopathie en ligne avec une vision en médecine fonctionnelle. Même si on n'est pas médecin, on essaie d'amener les naturopathes à un certain niveau qui leur permet de discuter avec des médecins et de prendre en charge des problématiques potentiellement plus lourdes avec des mécanismes physiopathologiques qui sont enchevêtrés et qui peuvent être un peu complexes. Donc voilà où j'en suis. Ok, ouais, pas mal, bien complet quoi.
Comment t'expliques un peu ton approche fonctionnelle à quelqu'un qui ne comprend pas trop les termes, on va dire? Alors, en fait, l'objectif, c'est de comprendre l'origine de la problématique, travailler sur les causes et c'est un peu les bases de la naturopathie. Donc, quand on parle aujourd'hui d'approche fonctionnelle, c'est parce qu'on va à l'encontre, enfin pas à l'encontre, mais on va dire qu'on va compléter quelque chose qui manque à l'approche allopathique de la médecine classique où on va donner un médicament par symptôme. Mais cette vision-là, on l'a depuis toujours dans la naturopathie. On prône l'analyse des causes, on va mettre en évidence l'origine de la problématique et puis on se base sur, sur les travaux d'Hippocrate qui disait qu'il fallait chercher la cause des causes, des causes des maladies. En fait, finalement, on n'en avait jamais fini parce qu'il peut y avoir des causes qui sont parfois même émotionnelles, parfois spirituelles, hein, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas en tout cas. C'est là. Et cet objectif, c'est de lier les différentes fonctions, de comprendre les mécanismes de manière holistique. C'est-à-dire que, prenons l'exemple d'un trouble digestif. Un trouble digestif, si on regarde ça via la médecine, via le prisme allopathique moderne, parce que c'est très récent qu'on fonctionne comme ça, bah, on va donner un antisymptomatique, on va donner un médicament pour l'estomac, on va donner un médicament pour les intestins. Si on essaie de travailler avec une vision globale, une vision holistique, une vision fonctionnelle, bah, on va essayer de comprendre pourquoi la digestion ne fonctionne pas bien. Ça peut avoir un lien avec le système nerveux, ça peut avoir un lien avec certaines hormones, ça peut avoir un lien avec certaines allergies, etc., etc. Il y a plein de mécanismes. Il peut y avoir des carences nutritionnelles qui rentrent là-dedans, il peut y avoir de l'inflammation. Et on va essayer de comprendre la problématique. Alors, on n'est pas tout puissant, mais on essaie d'avoir une lecture un peu plus complète que simplement un symptôme, un médicament. Ouais, tu vas chercher vraiment plus large, quoi. On va chercher plus large, ça nous oblige à nous intéresser à différents systèmes et à du coup moins nous spécialiser, contrairement à un médecin allopathique. Et il faut de la médecine allopathique, bien évidemment, où là, on va zoomer avec le microscope à fond sur une problématique et donc ça donne tout un tas de spécialités. Il y a le gastro-entérologue, il y a l'hépatologue, il y a celui qui s'occupe du foie, du pancréas. Il y a un médecin par organe, par système. Et ils sont extrêmement spécialistes dans leur domaine, mais ils oublient la vision d'ensemble. Et le corps, c'est pas juste un ensemble d'organes, c'est un système, c'est un écosystème. C'est facile à comprendre quand on comprend, je sais pas, quand on s'intéresse à l'astrologie, ou quand on s'intéresse à l'astronomie, pardon. On comprend qu'il y a des systèmes qui fonctionnent entre eux. Bah, c'est un peu pareil à l'échelle de l'individu, avec les différents systèmes, avec les cellules qui s'organisent. Et quand on a une vision très parcellaire, très réductionniste, avec juste un organe, une problématique, alors oui, ça permet de faire des choses extrêmement pertinentes et pointues en termes de chirurgie, etc. Mais malheureusement, pour les problématiques chroniques, et aujourd'hui, c'est ça les grosses problématiques auxquelles on est confronté, parce que la mortalité dans le monde, en tout cas dans nos pays développés, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est les cancers, c'est les maladies inflammatoires, c'est des problématiques qui s'installent sur des années et qui sont en lien avec le mode de vie, qui sont en lien avec tout un tas de paramètres. Et ça, bah, on ne peut pas l'étudier en regardant un seul organe. Exactement. Et toi, donc, tu conjugues naturopathie, micronutrition et hormonologie. Est-ce que ces trois mondes se chevauchent ou est-ce que tu vois trois angles différents vraiment de la santé? Non, disons qu'il y a, en naturopathie, il y a un principe, c'est le principe de l'hygiénisme, qui veut que, en mettant le corps dans les meilleures conditions, il s'autorégule. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel et il faut continuer à avoir la santé de ce point de vue. Mais le problème, c'est que ça ne doit pas nous empêcher d'utiliser de la thérapie, du symptomatique, avec la vision peut-être un peu plus médecine fonctionnelle, où on va interagir avec certaines choses, certains mécanismes, on va être un peu plus interventionniste. Et en fait, pour moi, c'est extrêmement complémentaire. Et donc, ça va se combiner plus que se chevaucher. Ok. Pour toi, c'est quoi la micronutrition fonctionnelle euh, par rapport à juste une bonne alimentation? Alors, le mot fonctionnel, c'est vrai qu'on le met un peu à toutes les sauces aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, C'est c'est pour ça que je reviens un peu là-dessus. Ouais. ouais, j'ai bien vu. Tu insistes sur le mot fonctionnel. En fait, si on comprend que voilà, c'est plutôt réductionnisme versus holisme. Et si on a compris que voilà, il y avait une vision, on va segmenter une vision globale, bah, la médecine fonctionnelle, c'est un peu cette vision globale. Donc, la micronutrition, on peut faire de la micronutrition avec une vision symptomatique, où on va donner un micronutriment pour régler une problématique, et on peut le faire de manière plus globale. Je pense qu'il faut associer les deux. Et excuse-moi, ta question, c'était quoi déjà? Qu'est-ce que la micronutrition fonctionnelle? Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, la micronutrition fonctionnelle, bah, dans ce cas-là, ça va être l'utilisation des micronutriments d'un point de vue régulation du terrain. Par exemple, je fais en sorte que toutes mes vitamines, tous mes minéraux soient optimisés
pour que le corps puisse avoir les briques nécessaires pour fonctionner de la meilleure des manières. Alors que dans une vision plus thérapeutique, on appelle ça la naturothérapie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que beaucoup de gens critiquent, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser des micronutriments, des plantes pour traiter un symptôme et s'éloigner de cette vision où on veut régler la cause des causes. Pour moi, les deux doivent se complémenter. Bah, la naturothérapie, on va utiliser par exemple des grosses doses de vitamine C en cas d'infection. C'est ponctuel, c'est pour lutter contre une infection, ça évite de passer par une antibiothérapie potentiellement quand c'est bien pris, quand c'est pris tôt dans l'infection. Et voilà, il y en a plein des exemples comme ça. On peut utiliser des plantes pour des effets spécifiques avec des principes actifs, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avoir cette vision terrain, c'est-à-dire essayer de régler le problème à l'origine. Ouais, c'est vraiment, on va dire, comme tu parles de terrain, c'est mettre le terrain pour que le corps fonctionne de façon optimale, tout simplement. C'est ça, tu as un potager, tu fais en sorte que la terre soit arrosée, qu'elle soit exposée au soleil, lui apporter de l'engrais, lui apporter les bons nutriments, tu vois. C'est le même principe. Ok. Est-ce que l'approche que tu utilises remplace un médecin ou est-ce que c'est complémentaire? Alors évidemment que c'est complémentaire et qu'on n'a pas la prétention de remplacer un médecin. Et après, remplacer quel médecin? Est-ce qu'on parle d'un médecin qui fait de la médecine allopathique pure et dure ou est-ce qu'on parle d'un médecin qui travaille à 360 avec une vision fonctionnelle? C'est pas la même chose. Et si on parle du médecin allopathe, lui, il va travailler sur l'urgence médicale. Il va travailler sur le symptôme parce que on n'est pas tout puissant avec la phyto. Il faut des médicaments dans certains cas pour corriger certains symptômes qui doivent être tempérés le temps de travailler sur les causes. Et c'est toujours une question de où est-ce qu'on met le curseur et quel est le point de non-retour. Est-ce qu'on a atteint le point de non-retour où la médication elle est indispensable? Et heureusement qu'il y a des médicaments. Le truc, c'est que les médicaments, la médecine allopathique n'est pas optimisée pour traiter les maladies chroniques. Donc, évidemment que c'est complémentaire et que, en fait, moi, je travaille avec différents médecins et j'envoie mes consultants vers ces médecins-là quand je sais qu'ils ont besoin d'un traitement, quand je sais qu'il y a besoin d'avoir un diagnostic, quand je sais qu'il faut que le médecin mette sa patte d'allopathe. Donc, Oui, c'est quand toi, tu complémentaire. sais qu'il y a tes limites, tu sais que Bien sûr, tu n'as pas de mal à orienter, quoi. exactement. Et en fait, il faut juste pas avoir d'ego parce que ce qu'on peut aussi nous reprocher, et je le comprends tout à fait, et c'est vrai, c'est ce syndrome du sauveur et ce syndrome de toute puissance qu'on pourrait avoir quand on débute en se disant: «Ah mais ça marche, ça marche, ah c'est génial, en fait on peut tout guérir». Mais en fait non, il y a plein de choses qui sont potentiellement guérissables naturellement, mais pour lesquelles la personne n'a pas les ressources pour y arriver, ou comme je l'ai dit, elle est peut-être arrivée à un point de non-retour qu'il faut qu'elle passe par le système allopathique, le système classique. Donc, c'est quelque chose qui est complémentaire absolument et ça, faut le répéter. Donc il faut connaître nos limites, savoir quand est-ce qu'il faut réorienter. Pour autant, c'est pas parce qu'on connaît nos limites qu'il faut qu'on se bride à faire que du conseil basique, d'hygiène de vie, quoi. Parce qu'il y a pas Oui. mal de choses qu'on peut faire, naturellement avec la micronutrition, avec la phyto, et on peut aller quand même assez loin. Ok, bon, ça, on y reviendra un petit peu plus loin. On va parler un petit peu alimentation, compléments alimentaires, hormones, tout ça. Euh, J'avais une petite question. Les légumes du supermarché, est-ce qu'il y a encore des vitamines dedans ou mieux vaut-il se tourner vers tout ce qui est bio, local ou même voire congelé? Alors, la question du bio, du local, pour moi, c'est un non-sujet. C'est juste évident que dans un aliment biologique, il y aura toujours plus de vitamines, beaucoup moins de pesticides, même s'il peut y avoir des pesticides parce que ça dépend du bio, ça dépend de est-ce que c'est dans l'Europe, tout le monde n'a pas les mêmes normes selon les pays. Donc, c'est un non-sujet, évidemment, qu'il vaut mieux manger bio, qu'il vaut mieux manger encore mieux local, sans pesticides. Alors, le label bio, tout le monde ne peut pas l'avoir, pour autant, ça ne veut pas dire que tout le monde met des pesticides. Donc ça, c'est évident qu'il y a beaucoup plus de vitamines, beaucoup plus de nutriments dans l'agriculture biologique et beaucoup moins de pesticides. Je dis moins, il n'y a pas zéro pesticide, mais il y en a moins. Donc c'est évident qu'il faut, dans la mesure du possible, aller vers ça. Maintenant, est-ce que la priorité, c'est d'aller vers ça pour tout le monde? Selon moi, non, parce qu'il y a différentes étapes. Personne qui mange pas de légumes, qui mange pas de fruits, qui a une alimentation ultra transformée, la première étape, c'est d'aller vers les fruits et les légumes, qu'ils soient bio ou non. Et après, on peut gravir des échelons comme ça, selon la cohérence de ce qu'on a déjà mis en place. J'aime bien prendre un exemple, j'en ai parlé hier lors d'un live. Les gens se posent en ce moment la question des parasites, ils veulent se détoxifier absolument. Est-ce que la personne, elle fait ses 10 000 pas par jour? Est-ce qu'elle dort ses 8 heures par nuit? Est-ce qu'elle mange correctement, équilibré, sans parler de biologique? Déjà, si elle fait ça, elle peut se poser ensuite la question de: «OK, je vais déparasiter, je vais penser aux métaux lourds et cetera».
Mais les gens, ils ont besoin de sensationnel, ils ont besoin de trucs un peu à la mode. Donc tout de suite, ils vont vers les trucs les plus nouveaux avec les nouvelles méthodes parce que c'est pas amusant d'être régulier dans l'activité physique, d'être régulier dans son hygiène de sommeil, dans son hygiène dans les relations qu'on entretient. Tu vois, ça fait moins vendre, évidemment. Ouais, il faut commencer par le basique, comme tu dis, voilà, manger correctement, bouger, une bonne hydratation, un bon sommeil, être juste bien déjà dans ses baskets, c'est déjà pas mal. Et après, voilà, il faut commencer à voir peut-être un petit peu plus loin avant de vouloir se détoxifier de tous ces parasites et ondes Tu as des tout à fait, téléphones et autres. Ouais. c'est ça. Donc tu parles d'alimentation équilibrée. Malgré ça, beaucoup de gens sont quand même carencés en micronutriments. Comment tu l'expliques? Alors, l'alimentation, si on reprend l'exemple des fruits et des légumes, aujourd'hui, il y a une agriculture intensive qui fait que les sols sont complètement lessivés. Ils sont labourés, il y a de la monoculture et ils sont lessivés, il y a plus de micronutriments, il y a plus suffisamment de micronutriments dans la terre et donc ça, c'est plus un secret. Il y a déjà depuis au moins une vingtaine d'années, on avait mis en évidence avec l'étude Suvimax l'importance des carences, des déficits, que ce soit les vitamines, les minéraux dans la population française. C'était déjà énorme, mais c'était il y a 26 ans, même plus, il y a une trentaine d'années. C'est une grosse étude qui, qui sert encore de référence hein, pour pouvoir mettre en évidence les carences, les déficits dans les populations générales. Et donc, oui, l'alimentation moderne contient beaucoup trop peu de nutriments pour pouvoir couvrir nos besoins optimaux. Et là, je fais la différence entre les besoins essentiels et les besoins optimaux. Besoins essentiels, c'est ce qui nous permet de ne pas développer la maladie pour laquelle la vitamine, par exemple, a été étudiée initialement. Par exemple, la vitamine C, c'est le scorbut. Bon, sans parler de développer le scorbut, une personne qui a des taux de vitamine C faibles, qui n'a pas d'apport suffisant, elle ne va pas forcément développer le scorbut, quoique on a des cas de scorbut qui reviennent en France J'allais le dire, ouais. récemment. Mais elle pourra développer des problématiques de cicatrisation, des problématiques immunitaires, des problématiques de fabrication du collagène, etc., qui peuvent se traduire par tout un tas de symptômes. Donc, il y a il y a la question, et ça, c'est aussi une grosse discussion entre la médecine allopathique qui a tendance à critiquer le fait que bah non, les gens ne sont pas carencés, parce qu'en fait, ils ont un axe de lecture qui correspond aussi à leur vision très urgence de la maladie. Et c'est une déformation professionnelle parce qu'un médecin, quand il fait des études de médecine, en il aborde des sujets qui sont en lien avec la survie, et il voit, sur une échelle de temps potentiellement de quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois. La maladie, c'est ça, c'est de l'aigu. Dans des problématiques chroniques, on parle en mois, en années et les déficiences, elles peuvent être modérées et ça peut largement suffire pour faire en sorte que le corps n'ait pas toutes les briques qu'il faut pour pouvoir fonctionner de manière optimale. C'est tellement facile à comprendre quand on observe la nature. Quelqu'un qui fait des plants de tomates et d'une année sur l'autre, il a pas traité il a pas travaillé la terre de la même manière. Il y a une année, il va peut-être faire 2 tomates et il y a une année où il va avoir, je sais pas, tellement de tomates qu'il va en donner à ses voisins. Et c'est un peu pareil. Il y a ce principe d'économie en quelque sorte. On peut survivre, mais pas forcément avec, tout l'optimum. Un autre exemple, pourquoi il y a des populations qui ont une densité osseuse beaucoup plus importante avec, une taille bien plus importante que d'autres populations qui, OK, survivent, mais survivent avec des tailles plus basses, avec, des densités, osseuses plus faibles. C'est la disponibilité minérale, dans les premières années de la vie. Donc la disponibilité en calcium, en minéraux et cetera, qui fait que le corps va être plus ou moins dans l'économie et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs des populations qui sont normalement traditionnellement plus petites, quand elles émigrent dans des pays où il y a des ressources caloriques abondantes, des ressources micronutritionnelles abondantes, les gens sont plus grands. Les gens sont plus grands et on le voit d'ailleurs, par exemple, les populations maghrébines, je dis ça parce que moi, mon père est marocain et la taille moyenne des, maghrébins, de la nouvelle génération en France, par exemple, est plus importante que celle des Marocains, qui restent au Maroc, qui vivent et qui naissent au Maroc et cetera. Alors avant, en tout cas. Donc il y a une augmentation de la croissance par le fait qu'il y a plus de minéraux à disposition et c'est pareil avec les populations asiatiques. Enfin, il y a tout un tas de modifications qui se font comme ça avec la ressource minérale, qu'on a dans les premières années de notre vie. Donc, tu es plus grand que ton père. Je suis plus grand que mon père, beaucoup plus grand. À partir de quand la supplémentation a-t-elle vraiment un impact? Et quand est-ce que c'est juste de l'argent vraiment foutu en l'air, quoi? Alors ça, c'est une question, on pourrait prendre 2 heures à y répondre parce que ça dépend vraiment des micronutriments en question. Hem, si on prend l'exemple des vitamines, des minéraux essentiels, elle va avoir un impact à partir du moment où on en manque. Donc ça sous-entend déjà savoir si on en manque, faire un bilan éventuellement, ou bien essayer d'avoir
une vraie observation de l'alimentation, même si des fois on peut se tromper. Donc c'est plutôt à travers un bilan biologique, complémenté de manière intelligente avec des formes disponibles et avec des doses cohérentes. Là, on met pas son argent, on jette pas son argent par la fenêtre. Par contre, quand on prend des compléments alimentaires potentiellement au hasard, alors je parle pas de tous les compléments alimentaires et je vais modérer mes propos, mais prenons un exemple, un complément, je sais pas, à la mode, bah, on se supplémente parce qu'on a vu du marketing, le complément est pas bien formulé, on n'est pas sur les bonnes doses. Là, peut-être qu'on va jeter son argent par la fenêtre, oui. Donc il y a la question de la qualité, il y a la question des besoins individuels. Maintenant, il y a des grandes tendances, ça ne veut pas dire que tout le monde a besoin, mais il y a des grandes tendances sur les oméga 3, sur la vitamine C, sur l'iode, sur la vitamine D, sur le magnésium, sur le fer chez les femmes, à condition d'être carencé, faire un bilan pour le mettre en évidence. Donc il y a des grandes tendances, mais on ne peut pas faire de généralité. Mais globalement, une personne qui prend un bon multivitamine, même si elle n'a pas besoin de tout dedans, elle va quand même bénéficier de certains micronutriments. Donc, ma question suivante, donc un petit pack de compléments que tu recommanderais pour une personne lambda, sédentaire surtout. Quoi dedans et pourquoi? Alors, j'aurais envie de te donner une réponse toute faite et je vais te faire, mais voilà, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'apport calorique de la personne, parce qu'il y a aussi une problématique. Alors, il y a la densité micronutritionnelle qui a chuté considérablement, donc on a besoin de manger plus de calories pour avoir la même quantité de micronutriments qu'avant. Et en mangeant plus de calories, bah, on grossit parce qu'on bouge moins, donc parce qu'on est sédentaire. Mmh. Donc, ça dépend de l'apport calorique, ça dépend de l'activité physique, ça dépend de l'âge, ça dépend du sexe, ça dépend de la capacité d'absorption intestinale, ça dépend de la génétique, ça dépend de pas mal de facteurs, mais dans les grandes lignes, comme je le disais, on mange pas assez de poissons gras, donc des oméga 3. On mange pas, quand on mange des œufs, on n'a pas forcément le réflexe de prendre des œufs issus de la filière bleu blanc cœur qui ont été nourris aux graines de lin et donc pour lesquels les poules vont pouvoir développer des oméga 3 EPA, DHA et les accumuler dans dans le jaune d'œuf. La vitamine C parce que bah, on la retrouve dans les végétaux uniquement et à condition que ces végétaux n'aient pas été cueillis avant maturité et qu'ils soient consommés rapidement après cueillette et qu'ils ne soient pas cuits, ce qui n'est pas le cas en fait. On consomme pour la majorité des fruits et des légumes qui ont été cueillis peut-être quelques semaines à l'avance et pour lesquels la vitamine C est complètement oxydée et déjà qu'il n'y en a plus parce que les sols sont lessivés. Donc vitamine C, il y a l'iode. Tout le monde en a plus ou moins besoin parce que l'iode, bah, ça va être les produits de la mer, ça va être les algues, ça va être le sel iodé, à condition que la salière ne soit pas ouverte depuis trop longtemps parce qu'il y a une évaporation de l'iode. Donc, si je dois résumer, un multivitamine, un magnésium, des oméga 3 et selon sa couleur de peau et la latitude à l'endroit où on vit et son exposition solaire, de la vitamine D. Ça, on va dire que c'est le pack basique. Et d'ailleurs, c'est ce genre de pack qu'on retrouve dans quasiment tous les laboratoires. C'est les produits qui développent le plus rapidement parce qu'ils savent que c'est là où il va y avoir plus de demandes. Après, encore faut-il, comme tu dis, qu'ils soient dosés correctement, parce que des fois, tu prends des multivitamines, tu es à 500% de tes besoins journaliers au niveau de la vitamine C. Tu es Ouais, mais il là, faut. Il faut. ouais, En fait, justement, si on se base sur les apports journaliers recommandés, le problème, c'est là aussi, euh, il y a, comme je t'ai expliqué par exemple pour le scorbut, il y a un pourcentage qui est corrélé à, on va dire, le besoin minimal, mais pas forcément le besoin optimal. Tu prends l'exemple de la vitamine C, il faut être à 500% en effet, ouais. Il faut être peut-être même à 1000%. La vitamine B12, une personne qui a une difficulté d'absorption, il faut être à 500%. Qu'est-ce que je dis? La vitamine B12, il faut être à 20 000%, 40 000% des apports pour pouvoir remonter des carences avérées ou des problèmes d'absorption. Tu vois? Donc on parle de 20 000% des apports journaliers recommandés. ouais, là, tu dis, mais si maintenant tu prends un multivitamine, généralement, les gens, ils le prennent au quotidien. Est-ce qu'au quotidien, du coup, tu as des facteurs de risque de prendre 500% de tes apports journaliers Ça en dépend des vitamines? vitamines. Les vitamines hydrosolubles qui s'éliminent dans les urines, non, parce qu'elles sont très vite éliminées, il n'y a pas de stockage, sauf quelques exceptions. Mais quand on utilise des formes biodisponibles, il n'y a quasiment pas de risque. Exception faite à la vitamine B6, mais quand elle est utilisée dans sa forme active, la P5P, il semblerait qu'il y ait moins de problèmes, mais prudence quand même. Euh, Sur les vitamines hydrosolubles, il ne faut pas prendre la vitamine B9 sous forme d'acide folique, il faut la prendre sous forme de folate. Donc il y a des petites différences comme ça. Après, il y a des petites subtilités, pardon. Il y a les vitamines liposolubles pour lesquelles il faut faire plus attention. Mais là aussi, de quel dosage on parle? Prenons l'exemple de la vitamine D qui est liposoluble, qui se stocke et donc pour lesquelles il faut faire attention à ne pas faire de surdosage. Mais le truc, c'est que le surdosage, si on se base sur les recommandations officielles, il est quasiment impossible parce que on est bien en dessous de ce qu'il faudrait. Les recommandations officielles pour les adultes, pour la vitamine D, on est à peu près, je crois, c'est 600 UI par jour.
sachant que pour remonter une carence, pour un adulte, je sais pas, de 70 kilos, il faudrait plutôt entre 3000 et 5000, voire même 6000, 7000 par jour. Donc tu vois, c'est 10 fois plus qu'il faudrait juste pour remonter un taux et pour entretenir le taux, il faudrait peut-être, 5 fois plus que l'apport journalier recommandé et tout le temps. OK. Donc il y a une vraie problématique et après, pour rassurer les gens, c'est que les multivitamines en Europe, la législation fait que, en tout cas en France, c'est impossible de dépasser, c'est impossible de s'intoxiquer si on respecte les Les dosages, posologies ouais. et c'est d'ailleurs trop souvent insuffisant et c'est aussi pour ça qu'il y a des réflexions, des critiques qui sont faites sur la micronutrition, c'est que ça marche pas quand on utilise des dosages trop faibles et tu vas Ouais, aux faut États-Unis, vraiment pas avoir peur, d'y aller ça quoi, on va dépend. dire. Bah, Oui, ouais, enfin ça dépend. tout dépend le cas encore de la personne, bien évidemment, oui, oui. Ça dépend du micronutriment, ça dépend de la forme qui est utilisée. Il y a la question des excipients. C'est surtout aux États-Unis qu'on utilise des doses énormes dans les compléments alimentaires. On peut en acheter sur iHerb, donc il y a des gens qui se fournissent sur iHerb, qui achètent des compléments qui viennent des États-Unis, avec des formulations qui sont pas superbes, avec des doses énormes, parce que c'est pas du tout les mêmes législations. Alors, les Américains, ils sont pragmatiques, quand il y a quelque chose qui marche, ils le mettent partout, mais du coup, bah, c'est pas forcément individualisé. Et oui, il y a des compléments alimentaires qui viennent des USA qui sont beaucoup plus efficaces parce qu'il y a des doses qui sont beaucoup plus importantes, mais avec plus de prudence pour certaines personnes. On va parler un petit peu, d'hormones et de performance. Comment les hormones influencent, l'énergie, la performance, la gestion du stress, dans une journée un peu, type? Alors ça dépend de quelle hormone. Est-ce que tu veux parce que chaque hormone va avoir des cibles différentes, des actions différentes, mais si tu veux Comment que je te ça la fasse fonctionne un peu, ouais, un peu une hormone, on va dire, même si je OK, pense qu'elles sont pas toutes pareilles, mais voilà. Alors une hormone globalement, c'est un messager chimique qui va, alors il y a différentes communications, je vais pas revenir là-dessus parce que ça va être un peu complexe, mais dans l'idée, c'est que c'est une communication, il y a une glande qui fabrique une hormone. Prenons l'exemple des testicules qui fabriquent, la testostérone. La testostérone va circuler dans le sang et va aller vers des tissus cibles qui vont recevoir le message de l'hormone et ensuite vont engranger une réaction, par exemple, l'anabolisme musculaire. Mais la testostérone ne se limite pas à ça, bien sûr. Et donc chaque hormone a énormément de fonctions différentes, mais après il y a des fonctions principales pour lesquelles les hormones sont connues. Si tu parlais de l'énergie, bah, il y a les hormones thyroïdiennes, il y a les hormones surrénaliennes, notamment le cortisol, il y a indirectement l'insuline parce qu'elle permet de faire rentrer le glucose dans la cellule, donc elle participe à l'utilisation du glucose, pour pouvoir, fabriquer de l'énergie. Hem, il y a les neurotransmetteurs qui vont jouer un rôle dans l'énergie. Il y a les hormones sexuelles aussi qui vont jouer un rôle dans l'énergie, dans la motivation, dans la capacité à entreprendre. Il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec, il y a beaucoup de, paramètres qui sont énergétiques qui sont en lien indirectement avec les hormones sexuelles. Mais voilà, dans les grandes lignes. Après, tu m'as posé beaucoup de questions, tu m'as parlé du stress et cetera, comment elle joue. Là, c'est un cours d'endocrinologie et ça peut prendre beaucoup de temps, donc peut-être des questions plus ciblées si, tu veux que j'y réponde parce que, sinon je peux partir dans tous les sens. OK, ça marche. Hem, on parle souvent d'équilibre, hormonaux. Hem, qu'est-ce qui pourrait vraiment impacter ça? On sait qu'il y a le sommeil, on sait qu'il y a aussi, l'alimentation, le stress. Est-ce que tu Ouais. vois encore d'autres choses? Ouais, alors tu as dit sommeil, alimentation, stress, l'activité physique, trop ou pas assez, ça a un impact considérable, c'est trop souvent sous-estimé. Alors nous, les sportifs, on le sait, on l'étudie, on comprend à quel point et puis on le vit dans notre corps. Mais quelqu'un qui est pas sportif et faut pas croire que une personne qui fait du sport régulièrement, c'est la norme. Il y a beaucoup de gens qui sont très, très loin du monde du sport, en tout cas du monde de l'activité physique et qui comprennent pas les bénéfices tant qu'ils les ont pas vécus. Donc en effet, l'activité physique, c'est un levier énorme pour avoir un impact sur notre système hormonal. Il y a des facteurs, environnementaux qui peuvent avoir un impact négatif, comme, par exemple, le manque d'exposition à la lumière et là, je parle pas que vis-à-vis de la vitamine D. Il y a les perturbateurs endocriniens, il y a les pesticides, il y a tout ça. Il y a certains traitements médicamenteux, notamment la pilule chez les femmes, qui a un impact considérable, négatif sur la santé hormonale. Donc oui, il y a plein de facteurs, les facteurs exogènes, les facteurs endogènes. Les facteurs endogènes, c'est notre stress, c'est notre sommeil, c'est tout ça, c'est notre activité physique et les facteurs exogènes, c'est la pollution qui va avoir un impact, qui va perturber la communication hormonale. Est-ce que les femmes et les hommes doivent aborder, heu, l'hormonologie différemment? Totalement, totalement, même s'il y a des bases communes, la différence, elle vient du fait que, bah, les femmes sont beaucoup plus cycliques que les hommes, même si, faut pas penser que nous les hommes, on n'a pas de variation hormonale, on n'a pas de fluctuation, mais
elles sont beaucoup plus en lien avec des facteurs externes et les femmes, c'est cyclique, c'est menstruel, c'est mensuel, pardon. Et donc, ça doit être abordé de manière totalement différente. Et les femmes, de fait, vont être beaucoup plus soumises à des troubles hormonaux, en tout cas à des variations hormonales qui peuvent les amener à développer des symptômes. Quelles sont un peu les maladies ou les troubles que tu vois qui découlent vraiment d'une carence micronutritionnelle? Alors, les maladies, comme j'ai expliqué, il y a les carences profondes pour lesquelles, bon, généralement, là, c'est pris en charge, quoique. Je dis ça parce que j'ai eu récemment une personne qui était en train de développer un scorbut et tout le monde est passé à côté. Et en fait, elle a pris rendez-vous avec moi parce qu'elle avait vu une vidéo où je parlais de ça. Je parlais des symptômes. Bon, bref. Normalement, c'est pas du tout de l'ordre de la naturopathie, de diagnostiquer. Alors déjà, on ne diagnostique pas, mais en tout cas, c'est pas nous qui allons prendre en charge ce genre de problématique parce que là, c'est une urgence. Voilà. Donc, on va plutôt parler des problématiques secondaires à des déficiences chroniques. Bon, il y a des choses très basiques comme par exemple le déficit en fer qui va donner lieu à de la fatigue, à de la perte de cheveux, à des problématiques d'humeur, des vertiges, etc. Sans être anémié, parce que les médecins ils vont s'y intéresser quand l'anémie, qui est finalement un peu la conséquence ultime de la carence en fer, va s'installer. Sauf qu'avant de développer une anémie, on peut passer des années, voire toute sa vie en carence en fer. Et donc, ça donne, voilà, comme j'ai expliqué, fatigue, vertige, perte de cheveux, mais ça peut donner tout un tas d'autres problématiques, des problèmes de peau, des problèmes d'irritabilité, des troubles du sommeil, des problèmes de gestion de l'appétit. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent découler de tout ça. Donc, ça dépend de chaque micronutriment, tu vois. Donc, là, j'ai donné l'exemple du fer. On peut parler du zinc et des problèmes immunitaires. Personnes qui tombent souvent malades. L'immunodéficience, elle peut avoir un lien avec la vitamine C, avec la vitamine D, avec le zinc, avec d'autres micronutriments, bien sûr. Donc, c'est très large, ça dépend du micronutriment, mais globalement, on observe souvent des problématiques liées à la fatigue. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut être malade sans vraiment le savoir, simplement parce qu'on est carencé depuis des années? Alors, on le ressent, qu'il y a un truc qui fonctionne pas super bien. Maintenant, si je dis, j'ai pas envie de faire un peu le sketch du malade imaginaire où, en gros, derrière, il y a un produit à vendre, où on invente des symptômes à la personne pour lui créer un besoin. Parce que c'est aussi ce qu'on nous reproche, c'est-à-dire de surfer sur le fait que les gens soient fatigués, et cetera. Et la fatigue, elle a des milliards de causes, ne serait-ce que les écrans, ne serait-ce que le mode de vie, le stress, et cetera, qui sont pas que micronutritionnels. Pour autant, il y a une réalité. Et donc oui, on peut avoir plein de symptômes tout au long de sa vie qui sont pas suffisamment importants pour nécessiter, on va dire, une urgence et un séjour à l'hôpital, mais qui vont handicaper la vie de beaucoup de personnes. Et du coup, excuse-moi, le début de ta question, c'était en lien avec, oui, on peut vivre Être toute malade sa sans le vie avec, savoir, quoi. sans le savoir, voilà. Pas être malade, mais avoir des symptômes. Chez un sportif qui, lui, consomme beaucoup de macros, mais également de micronutriments, euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qu'il aurait comme plus grosse carence? Je sais que le magnésium, souvent, c'est ce qui est, on va dire, Mm. bouffé en premier, on va dire, Ouais. lors des efforts sportifs. Ouais, ouais. Alors, pour te donner un peu, si je devais faire le tableau, enfin dire le résumé des gens que j'ai en consultation, celles qui sont carencées, c'est surtout des femmes qui vont avoir tendance à aller vers quelque chose de flexitarien, végétarien, et qui se privent d'énormément de micronutriments qu'on retrouve dans les produits animaux. Et les profils pour lesquels j'observe le moins de carence, c'est les musculeux. Parce qu'il y a une culture du complément alimentaire depuis très longtemps. Et d'ailleurs, les compléments alimentaires, aujourd'hui, tout le monde prend du magnésium, tout le monde prend de la vitamine B6, etc. Enfin, la vitamine B6, c'est pas le bon exemple, mais tout le monde prend du zinc, tout le monde prend des oméga 3. Les premiers à en avoir parlé, à l'époque, c'était les Rudy Koya, c'était les Frédéric Delavier, c'était tous ceux qui étaient dans le monde de la musculation. Moi, le premier bouquin de micronutrition que j'ai ouvert, c'était celui de Lavier sur les compléments alimentaires. Donc, ça fait très longtemps que les musculeux veulent optimiser et savent optimiser leur micronutrition. Alors, ils ne le font pas tous bien, mais globalement, souvent, ils prennent un multivitamine, ils prennent le ZMA, ils prennent les oméga 3, ils prennent de la whey, ils prennent de la créatine. Aujourd'hui, la créatine, c'est mainstream. Maintenant, on en parle pour les femmes ménopausées et tout le monde veut prendre de la créatine, alors que
il y a 10 ans, et encore peut-être un petit peu moins même ouais, il y a 10-15 ans, la créatine, c'était considéré comme un produit dopant parce que les gens ne connaissaient rien à la créatine. Donc finalement, les musculeux avaient un temps d'avance, avaient, au moins 10 ans d'avance, peut-être 15 ans et on se foutait de leur gueule quand on, les voyait prendre des compléments alimentaires. Aujourd'hui, c'est devenu la norme, donc c'est très bien. Donc ça vient des musculeux et donc tout ça pour dire que généralement, j'observe peu de carences. C'est des gros mangeurs. Il y a pas trop la mouvance, flexitarienne, végétarienne. Là, je suis pas en train de mettre une critique, d'émettre une critique, simplement le fait que oui, on a forcément plus de carences, c'est plus difficile d'optimiser quand on mange pas de produits animaux, même si certaines personnes peuvent, me prouver le contraire et oui, il y a des différences individuelles, mais c'est pas la norme, et donc voilà, il y a moins de carences, ils mangent plus de calories, ils optimisent mieux, ils se supplémentent et de plus en plus, hein, les musculeux font des bilans biologiques et ils le font d'ailleurs avant et aujourd'hui, il y a beaucoup de il y a une grosse mouvance sur les analyses biologiques, moi d'ailleurs j'ai beaucoup participé au développement de Lucis, Lucie, qui est aujourd'hui un peu qui va arriver en tout cas à être un mastodonte sur la biologie préventive et bah, en fait Lucis ça vient des sportifs. Ça vient, du milieu du Hyrox et cetera, du CrossFit, enfin en tout cas c'est les sportifs qui ont commencé vraiment à utiliser ça. OK. C'est quoi ça, Lucie? Ouais, LUCIS, Lucie Life, c'est, une méthode, enfin une méthode, pardon, c'est une entreprise qui propose de faire des analyses biologiques complètes, à moindre coût. Ah, quand je dis à moindre coût, on parle d'un gros pack de 110 marqueurs biologiques. 6 mois plus tard, on en refait 60 sans avoir besoin de passer par une ordonnance avec des marqueurs biologiques qu'on peut faire, mais pas dans tous les labos, qu'on fait généralement dans les laboratoires spécialisés et qui coûtent très cher si on les fait en dehors d'une ordonnance. Et là, en gros, ils ont réussi à regrouper tout ça, à négocier les tarifs et derrière, il y a des médecins et une IA qui interprètent tout ça et vous recevez un un compte rendu. Donc c'est hyper intéressant. Moi, j'utilise beaucoup avec mes consultants en naturopathie, hem, pour pouvoir travailler avec, un gros panel d'analyse, hormones, micronutrition, inflammation et cetera. OK, intéressant, je regarderai, je connaissais pas du tout. Donc tu parlais que les sols étaient, appauvris en micronutriments, mais est-ce que notre mode de vie moderne aujourd'hui fait que nos besoins en vitamines, sont plus élevés qu'avant? Oui, pour, plein de raisons. Le premier c'est, le stress. Le deuxième c'est, les problématiques d'absorption intestinale à cause de plein de paramètres, notamment l'alimentation moderne, ultra transformée. Il y a certains besoins qui sont augmentés à certaines périodes de la vie, comme la grossesse, comme l'allaitement, hem, comme, la prise de certains médicaments, notamment la pilule qui va augmenter les besoins en vitamine B, par exemple. Donc il y a plein de conditions où c'est nécessaire d'augmenter. Il y a l'inflammation qui peut résulter de plein de paramètres, qui peut augmenter les besoins en oméga 3 par exemple. Donc il y a différents facteurs, mais après, aujourd'hui, on se pose ces questions-là aussi parce qu'on a le temps de se les poser, parce qu'on est, dans des sociétés de confort et qu'on peut chercher à optimiser et qu'on veut optimiser et qu'on veut tous, atteindre les 90 ans, voire les 100 ans parce que, voilà, il y a ce truc de biohacking et cetera et c'est très bien. Moi, j'ai envie de vivre un siècle, hein, pour voir, mes arrière petits-enfants, et être en forme, pendant mes dernières années de vie et donc ça, c'est permis parce que on est dans une société de confort et qu'on n'a pas, des bombes qui tombent, au-dessus de nos têtes qui serait notre priorité numéro une. Tu vois? Donc on a le temps d'aller faire des bilans, d'optimiser et cetera. Et donc c'est voilà, une philosophie un peu différente. Oui, l'air a beaucoup changé. C'est sûr, quand tu parles avec nos parents, voire même nos grands-parents, tu leur parles de micronutrition, ils n'avaient pas le temps, c'était ils mangeaient un bout de pain, ils mangeaient, ce qu'ils avaient et puis, C'est paf, ils ça repartaient, travailler, quoi. et puis même, nos grands-parents quand ils étaient plus jeunes, c'était aussi la question de est-ce qu'ils allaient pouvoir manger, à leur faim tout le temps? Oui, avec les périodes de guerre et cetera, ouais, c'était Mmh. totalement différent que nous, ouais. Oui, comme tu dis, on est un peu pas qu'on a que ça à faire, mais voilà, pas loin. Moi ce que j'aime bien dire, c'est on a le temps d'aller se tailler la barbe chez le barbeur, tu vois? Ouais, bah, c'est vrai. Déjà quand tu as le temps d'aller chez le barbeur pour aller te faire tailler la barbe, c'est que tu as pas trop de problèmes. Non, c'est que tout va bien dans ta vie, quoi. Mmh. Hem Est-ce que parce qu'on parle beaucoup aussi de telle vitamine fonctionne avec telle vitamine et cetera, est-ce que tu as certaines vitamines ou minéraux qui fonctionnent en synergie et qui deviennent vraiment inefficaces si l'une ou l'autre, viennent à manquer? Ouais, il y en a beaucoup. Les plus connus, ça va être,
la nécessité à apporter du magnésium pour activer la vitamine D. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit l'apporter en même temps, mais en tout cas, il ne faut pas être carencé en magnésium. Il y a des synergies, par exemple, entre le fer non héminique qu'on va retrouver dans les végétaux et la vitamine C qui permet d'augmenter son absorption. Il y a, les interactions qu'il faut connaître aussi entre certains minéraux qu'il ne faut pas prendre en même temps parce qu'ils pourraient, se s'inter s'into s'in s'in ils pourraient s'antagoniser, pardon, au niveau de l'intestin, au niveau de l'absorption. Il y a des synergies qui sont pas indispensables, mais qui permettent de renforcer, l'action de tel ou tel nutriment. Par exemple, on va prendre, des, différents antioxydants en même temps, pour essayer d'avoir, une capacité antioxydante augmentée. Il y a l'importance de consommer certains micronutriments avec, par exemple, des lipides pour augmenter leur absorption. C'est notamment le cas des vitamines liposolubles ou certains, composés, lipophiles comme le coenzyme Q10. Hem, donc il y a des synergies qu'on peut faire qui sont pas indispensables, mais qui permettent d'optimiser, de renforcer l'action, et ça, on pourrait passer aussi des heures parce que ça dépend du pôle qu'on voudrait, chercher à optimiser. Je peux te donner un exemple rapide, si quelqu'un veut optimiser sa glycémie, bah, si une personne a une problématique de résistance à l'insuline, on peut utiliser certains, phytonutriments, comme, la berbérine et on peut combiner ça avec, de l'acide alpha-lipoïque, ou du magnésium qui est d'ailleurs un insulinosensibilisateur dont on parle pas suffisamment souvent. OK. Ouais, c'est assez complexe, hein, parce Ouais, c'est que complexe, c'est pour ça que, tu sais, quand tu me poses ces questions-là, j'essaye d'ouvrir ma boîte à micronutrition dans ma tête en me disant de quoi je vais parler. Il y a tellement d'exemples possibles. oui, oui, après on pourrait faire, par exemple, un podcast complet sur, juste, une vitamine, par exemple. Bah, sur Instagram récemment, j'ai passé 40 minutes à parler avec Camille du compte, Veggie Glow, du fer. On a parlé pendant 40 minutes du fer. Ouais, il y a de quoi raconter, quoi. Est-ce qu'attendre les symptômes avant d'agir est, selon toi, une erreur majeure de notre système de santé actuel? Ouais, complètement. Complètement maintenant, il faut pas tomber dans l'inverse. Alors c'est vrai que ça, c'est pour moi une vraie erreur, mais l'inverse, en essayant de tout optimiser et passer sa vie à optimiser au lieu de vivre sa vie, c'est aussi, problématique. Parce que oui, il y a des choses qu'on peut contrôler, mais une fois qu'on a, moi j'aime bien parler de la loi Pareto, les 80-20 quoi. Il y a 20 de nos actions qui apportent 80 de résultats et pour obtenir, les 20 de résultats supplémentaires, bah, il faut faire 80 de travail en plus. Bah, moi j'aime bien dire aux gens de se concentrer sur les 20. Alors chez certaines personnes, il y a peut-être 30 50 d'optimisation, il faut se concentrer sur plus de choses. Mais déjà, si, ce qu'on a dit en intro, si tout le monde avait une activité physique, régulière, sérieuse, pas forcément intense, mais sérieuse et régulière, avec un bon sommeil, avec une alimentation cohérente et quelques micronutriments de base, et puis une vie pas trop stressante, alors facile à dire, hein, bien sûr, mais il y aurait beaucoup, beaucoup moins de problématiques et les gens vivraient sans doute beaucoup mieux et pour l'optimisation des 20 restants, oui, il y aurait peut-être chercher à faire des bilans biologiques et cetera, à chercher à optimiser certains détails, à faire du biohacking, hein, c'est le terme à la mode. Mais voilà, on n'a pas forcément tous besoin d'aller chercher ces 20 supplémentaires. Ouais, déjà, si tu te concentres sur l'essentiel, sur les bases, on va dire, c'est déjà pas mal, quoi. Et quand ouais, c'est ça et en fait, le problème, c'est que, comme tu l'as dit, il faut faire ça avant l'arrivée des symptômes parce que quand les symptômes sont arrivés, c'est trop tard dans le sens où c'est plus 20 d'optimisation pour obtenir 80 de résultats. Quand les symptômes sont là, quand la problématique est installée, là, il va falloir, chercher à optimiser peut-être, 80 pour obtenir 20 de résultats. Quelles sont les 3 erreurs nutritionnelles les plus courantes que tu vois encore chez les gens et qu'il faudrait, arrêter aujourd'hui? Alors la première, paradoxalement, c'est, de surintellectualiser l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé là aussi dans un extrême inverse où les gens veulent tout optimiser et ils se mettent une pression pas possible et faut revenir à des choses très simples. La première chose, c'est de limiter au maximum les aliments ultra transformés. La deuxième chose, c'est d'essayer d'apprendre à se connaître un minimum pour savoir vers quel type d'alimentation on devrait aller. Il y a des personnes qui sont plus adaptées à manger plus de viande, plus de produits carnés, d'autres personnes sont plus adaptées à manger plus de poissons, plus de végétaux, et qui les tolèrent très bien et pour lesquels, c'est même bénéfique, c'est même nécessaire. Il y a des personnes qui sont adaptées à manger 2 repas par jour, d'autres qui sont adaptées à manger 5 fois par jour, sans aucun problème au niveau de la glycémie. C'est en fait, on veut copier le modèle de l'autre, du voisin, sauf qu'on a tous une génétique différente, on a un contexte de vie différent, on n'a pas les mêmes besoins
Et la plus grosse erreur, c'est de vouloir déjà trop se prendre la tête, comme je l'ai dit, manger trop d'aliments transformés. La troisième, du coup, c'est de vouloir copier un régime tout prêt. Ouais, ce qui est valable pour ton voisin ou ton copain, c'est pas la même chose pour toi, quoi. C'est pareil pour la musculation, hein. Quand tout le monde ne va pas faire du squat complet et performer, et tout le monde ne devrait pas forcément faire du squat cul par terre, quoi. Exact. 3 choses que chacun peut faire dès demain matin, après avoir écouté le podcast, pour booster sa santé micronutritionnelle. Alors, essayez de manger brut au maximum, parce que en mangeant brut, on conserve beaucoup plus de micronutriments. Manger brut, c'est aussi essayer de préparer soi-même ses aliments pour essayer de surveiller déjà les additifs, surveiller la friture, les types de cuisson, les huiles qu'on va mettre pour la cuisson. Tout ça, donc, c'est passer plus de temps dans la cuisine. Le deuxième axe, ce serait de manger plus de protéines animales. Dans la grande majorité des cas, pas pour tout le monde, mais dans la grande majorité des cas, et varier ses sources de protéines animales. Ne pas manger que de la viande musculaire, manger des abats aussi. Varier, manger des abats. Essayer de reproduire un peu le régime qu'avaient nos grands-parents, voire même nos arrière-grands-parents, avec de la moelle de temps en temps, du foie, des bouillons, des poissons gras, des œufs entiers, des produits laitiers en fonction de sa tolérance digestive, en fonction de sa tolérance au lactose et en fonction des allergies. Et après, ça c'est un autre sujet, il y a la question de la qualité des produits laitiers, du type de produits laitiers, mais bon. Ouais. Mais globalement, ce serait ça. Manger potentiellement pour la majorité des gens, pas pour tout le monde, mais pour la majorité des gens, plus de protéines animales de bonne qualité. Tu m'en as demandé 3 conseils, et puis la troisième, c'est de commencer à supplémenter sur les micronutriments de base. Dernière question, parce que c'est vrai qu'on pourrait parler pendant des heures, mais bon, après, tu m'as dit que tu étais occupé aussi. Une chose un peu surprenante que la plupart des gens ignorent sur leurs hormones. Un truc un peu farfelu que tu as en tête, que tout le monde ignore. Alors là, je vais parler aux hommes. Le fait que notre taux de testostérone pour un homme de 25 ans équivaut à peu près à un taux de testostérone d'un homme de 70 ans né dans les années 50. Ouais, D'ailleurs, ça, j'en ça, ce avais serait déjà entendu parler, ouais, c'est complètement fou. Ouais. ouais, et de se dire que, en fait, on est complètement vidé de notre substance, de notre semence. On a beaucoup moins de testostérone qu'avant. Dû à quoi? Dû aux perturbateurs endocriniens, dû à la prise de poids, l'obésité, la sédentarité, aux carences micronutritionnelles aussi. Et dû aussi, alors ça c'est, je sais pas, j'ai pas la preuve, mais j'ai entendu ça et je pense qu'il y a une part de vérité, à la sélection naturelle qui a été faite par le fait que les générations les plus fortes sont mortes pendant la Seconde Guerre mondiale et que finalement, les descendants, les forces vives des nations ont été complètement anéantis et n'ont pas pu transmettre leurs gènes. Ok. Et du coup, Intéressant. on serait des. On est, ton podcast, il est pas censuré si je dis Non, des. non, vas-y, tu peux y aller. Hein. On serait des fonds de couilles, tu vois. Ah, les fonds de cuve, quoi. Des fonds de cul, voilà, exactement. Donc voilà, en gros, tu vois, ce serait un peu ça, quoi. Mais du coup, on peut parer un peu à ça donc ayant une activité, en ayant une activité Oui, bien sportive un sûr. peu, un peu plus, on va dire, que la moyenne, une bonne nutrition, un bon sommeil, une bonne hydratation, et le taux de testostérone peut remonter, à moins qu'il y ait peut-être une vitamine ou quelque chose qui peut booster la testostérone, je sais pas. Alors oui, il y a le zinc et la vitamine D qui sont essentiels pour la testostérone, les oméga 3. Il y a le taux de masse grasse. Pour avoir un bon niveau de testostérone chez l'homme, il faut garder un taux de masse grasse relativement faible, sans rentrer dans les extrêmes. Donc un bodybuilder à 5% de masse graisseuse, non. Et on va tous avoir un pourcentage de masse graisseuse optimal pour maintenir un niveau de testostérone optimal selon sa génétique. Un Africain écorché toute l'année, lui, il est à 8%, c'est son taux optimal de masse graisseuse. Un Norvégien, peut-être qu'à 15%, il est bien. Il est bien parce que ça lui permet d'être pas gras, mais suffisamment gras pour pouvoir maintenir un bon taux de testostérone. Parce que il faut du gras pour fabriquer nos hormones, mais trop de gras, on va exprimer une enzyme qui s'appelle l'aromatase qui va transformer notre testostérone en oestrogène. Qu'est-ce que tu appelles un bon taux de testostérone?
Alors en nanogrammes par décilitre, je vais te donner les valeurs d'avant. Les valeurs d'avant, les hommes de 25 ans, 30 ans avaient des taux enfin avant, dans les années 50-70, les relevés, c'était à peu près entre 6,5 et 8, plutôt 8, plutôt autour des 8 nanogrammes par décilitre. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est plutôt des taux entre 4 et 6. Et moi, c'est pas rare d'avoir en consultation des hommes de moins de 30 ans avec des taux à 4. Donc c'est très bas. Ouais, C'est moyenne 2 basse, fois quoi. moyenne basse. C'est encore dans la moyenne et en fait, les moyennes ont changé maintenant. Les moyennes labo ont changé, c'est-à-dire que quand tu fais ta prise de sang, hem, avant, tu serais hors fourchette. Maintenant, bah, ils se sont adaptés au fait que les niveaux de testostérone sont extrêmement bas. Ouais, parce que j'ai entendu que du coup, les moyennes des labos, au fait, c'est basé par rapport à la moyenne de leur relevé, tout simplement. Tout à fait. Ça Ouais, donc, dépend des marqueurs. Il y a certains marqueurs comme la vitamine D où là, c'est une norme consensuelle pour tout le pays. Mais pour certains, notamment les hormones, tout à fait, c'est statistique. C'est la moyenne, en fait, c'est une courbe de Gauss. On enlève les 5% inférieurs, non, les 2,5% inférieurs, les 2,5% supérieurs. Et on a une moyenne qui correspond finalement à ce qu'on a observé dans les populations qui sont venues se prélever au labo. ok. Ouais, donc du coup, c'est mené à descendre à chaque fois, quoi. C'est ça. Ouais, ok. Idéalement, il faudrait être entre 6 et 10. Quand on a entre 20 et 40 ans, entre 6 et 10, c'est top. Hem, Peut-être même si on veut vraiment être dans l'optimisation, peut-être entre 7 et 10. Ok. Maintenant, il faut penser pas que testostérone totale, il faut penser biodisponibilité de la testostérone et cette biodisponibilité, elle va être, impactée par pas mal de paramètres, notamment l'inflammation. Donc, on peut avoir chez certains hommes qui ont des taux de testostérone élevés, c'est-à-dire que leurs testicules fabriquent beaucoup de testostérone, mais il y a qu'une toute petite fraction de cette testostérone qui va être disponible pour les cellules parce qu'il y a des conditions défavorables qui font que, le corps, n'arrive pas à utiliser cette testostérone ou ne veut pas l'utiliser parce que c'est pas le moment en quelque sorte. Donc, en dehors de la production qui est très importante bien sûr, il y a la biodisponibilité. Ok, bah écoute, intéressant sur la testo. Je ferai contrôler la mienne du coup pour voir. C'est vrai que c'est intéressant de savoir toujours si on est dans la moyenne ou pas. J'ai encore quelques petites questions de fin avant de te libérer. Petite question rapide. Selon toi, quelle est la meilleure source de protéines? Alors, les meilleures sources de protéines sont avant de parler de sources de protéines, il faut parler de l'apport global parce que quand on apporte des protéines végétales sur sur la semaine, si on cumule différentes sources de protéines végétales, on peut obtenir des choses intéressantes. Et globalement, pour avoir un aminogramme complet, c'est les protéines animales. Et là, ça va se valoir entre la viande, le poisson, les œufs. On est sur à peu près la même qualité de protéines. La whey qui est aussi une très bonne source de protéines. Maintenant, il ne faut pas penser que, protéines, il faut penser aliments et aliments, c'est pas juste les protéines, c'est, aussi les autres micronutriments. Donc, il y a pas, d'aliments magiques, il y a toujours, on va dire, le pour et le contre. Prenons l'exemple de la viande rouge. Apporter trop de fer, c'est pas forcément, optimal pour tout le monde. C'est optimal pour une femme qui manque de fer, mais pour un homme qui va accumuler du fer au fur et à mesure des années, parce qu'on n'a pas de menstruation pour éliminer le sang, ça peut poser problème. Donc ça dépend. Ça dépend de la qualité de la viande. Il y a la question des graisses saturées aussi, qui peut poser problème chez certaines personnes. Ça dépend du génotype, ça dépend de son métabolisme, ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend de son âge aussi, tu vois? Une femme, quand elle arrive à la ménopause, elle a plus du tout le même profil lipidique à cause de la chute de ses œstrogènes, ce qui fait qu'elle peut pas se permettre de consommer autant de graisses saturées qu'avant. Donc il y a tout ça à prendre en considération et après la question des graisses saturées, on entend tout et son contraire. Moi, je suis, toujours, au milieu. C'est-à-dire que, j'ai pas envie de me positionner sur: «Ah oui, en fait, on remet tout en question», parce qu'il y a de la littérature scientifique dans les 2 sens. Je suis pas un expert de la littérature scientifique pour pouvoir, déceler le vrai du faux. Il y a la question des conflits d'intérêts. On sait qu'il y a des manipulations potentiellement dans les 2 sens, parce qu'on entend, beaucoup le courant, cétogène carnivore s'alerter du lobby, du sucre et c'est vrai, il y a eu cette problématique avec le sucre, on a diabolisé les graisses. Mais là, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans le sens opposé avec l'administration Trump, qui est aussi en lien avec le lobby de la viande? Donc si tu veux, oui, sur le papier, ce que Kennedy Junior fait, ça a l'air d'être hyper intéressant, mais est-ce que, enfin, tu vois? Est-ce que dans 10 ans, on va pas se retrouver, comme des cons en se disant: «Mais en fait, ils étaient, complètement achetés et ils nous ont vendu un modèle alimentaire qui finalement,
était tout l'inverse et potentiellement problématique. C'est pour ça que je préfère toujours rester au milieu, quitte à me tromper un petit peu. Je préfère me tromper un petit peu que me tromper beaucoup et dans quelques années, me dire: «Merde, qu'est-ce que j'ai fait?» Et potentiellement, j'ai influencé négativement, toute une génération et tous les gens que j'ai eu en consultation. Donc je reste toujours un peu au milieu. Oui, et puis après, de toute façon, comme tu as dit, il faut trouver son alimentation et ce qui nous convient à nous dans tous les cas. C'est ça. Et ça dépend de plein de paramètres et notamment notre génétique. Quel est le meilleur aliment le plus dense en micronutrition pour toi? Alors c'est pas En pour moi. micronutriments, pardon. Ouais, micronutriments, c'est pas pour moi, ça c'est les chiffres, hein, c'est les abats. Les abats, le foie surtout. Mais le foie contient aussi beaucoup de vitamine A, donc ne vous amusez pas à en consommer tous les jours. Ok. Ouais, Parce que la donc tout ce vitamine qui est, A en excès est toxique pour le foie notamment. ok. Donc tout ce qui est à bas, Ouais, c'est là où les il y a le abats. plus de nutriments. Ok. Si tu ne devais garder qu'un seul complément alimentaire. Mmh, bonne question. Dans mon cas, personnellement, si je devais garder qu'un seul complément alimentaire, alors si je te dis un multivitamine ultra complet, bah, c'est pas un seul complément alimentaire, donc ça Du compte coup, pas. ouais. Et j'habite au Portugal, l'exposition solaire, ça va, les oméga 3, ça va, le magnésium, je dirais le magnésium. Je dirais le magnésium, pourquoi? Parce que, l'activité physique fait qu'il y a une déplétion importante, j'ai pas envie de me goinfrer de noix de cajou pour pouvoir obtenir, suffisamment de magnésium. Enfin, on n'en trouve pas que dans les noix de cajou, mais je dirais le magnésium. Parce que le reste, je peux l'avoir facilement avec, un petit peu de travail au niveau de l'assiette. Ok, intéressant. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport et du monde de la nutrition, ce serait quoi? Le sommeil. Je t'ai dit quoi avant de faire le podcast? C'était l'heure de Que ma tu allais sieste. faire une petite sieste, ouais. Voilà, le sommeil, clairement. En tout cas, moi, c'est le truc le plus important que j'observe, pour mon énergie, pour mes prises de décision, pour mes relations sociales, je suis un ours quand j'ai pas dormi, je suis de mauvaise humeur et je prends pas les bonnes décisions et je m'alimente pas correctement et j'ai pas envie de faire du sport. Tu tournes à combien d'heures de sommeil par jour à peu près? En ce moment, je suis en dessous de ce que je devrais, mais il me faut 7h30 minimum, 7h30 à 8h et puis une sieste de 20 à 30 minutes. Ok, ou correct. Correct. Ouais, ouais, non, mais justement, c'est correct parce que j'ai un bon rythme, mais à une époque, il me fallait 9h, 10h même. Parce que je me couchais trop tard, parce que j'avais un sale rythme. Donc avec un bon rythme, c'est ce qui me permet d'être en forme, je me réveille sans réveil le matin, donc c'est parfait. Top. Est-ce que tu as une citation ou une phrase motivante qui t'inspire? Ouais, incarner ce qu'on prône. Et ça, c'est ce qui manque beaucoup dans le monde de la nutrition, dans le monde de la naturopathie, dans le monde de tout ça, c'est que on va donner des conseils, parce que ça fait joli sur les réseaux sociaux, mais on les applique pas à soi-même. Donc, avant de donner des conseils, appliquez-les. Alors, dans la mesure du possible, hein, bien sûr, si je dis à une femme de remonter ses œstrogènes, je vais pas m'appliquer ses conseils. Ouais, non, ça c'est sûr. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? Ouais, je dirais, continue comme ça parce que j'ai fait des erreurs, mais j'ai appris de ces erreurs. Donc je pense que, il fallait passer par tout ça. Je dirais non, ouais, fais des enfants plus tôt. Si, ouais, fais des enfants plus tôt. T'as Parce que quel les âge? enfants, ça m'a mis j'ai 35 ans. Ok. J'ai eu des enfants à 29 et 30 ans, 28 et 30 ans. Mais j'aurais bien aimé les avoir plus tôt pour, me mettre le coup de boost qu'elles m'ont mis mes filles. C'est-à-dire que, ça a été un game changer, le fait de les avoir par rapport à toutes mes prises de décision, par rapport à plein de choses, par rapport à la discipline, par rapport au travail, par rapport à mes objectifs, que ce soit des objectifs, personnels, familiaux et cetera. Et le fait d'avoir des enfants, tu arrêtes de vivre pour toi parce que moi à la base, je suis un flemmard et si tu me dis, «Ouais, tu te satisfais de ça, tu vas au soleil». Alors moi, il me faut juste du soleil, la plage et en vrai, ça va et du sport, une salle de sport, et je peux vivre toute ma vie comme ça sans aucun problème. Mais du coup, le fait d'avoir des enfants, ça te donne des objectifs, et tu te transcendes, en fait. Ok, ouais, j'ai pas d'enfant moi, donc du coup, c'est vrai que je comprends pas tout ça encore. Où te vois-tu dans 10 ans? Où je me vois dans 10 ans, où j'aimerais me voir, j'aimerais que l'école qu'on développe, Natura Neo, ait pris, beaucoup de place, pas de manière, hiérarchique, pas pour avoir le monopole, mais pour inspirer le plus de naturopathes possible et vraiment former cette nouvelle génération et voir cette nouvelle génération,
exercer, et cetera, et avoir en quelque sorte mis un peu, mis une trace dans la naturopathie francophone grâce à ce que j'ai fait et ce qu'on a fait, enfin ce qu'on a fait, et puis voilà, puis toujours, une vie simple. Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez simple. Ce qui compte, c'est avoir du temps avec mes enfants et faire quelque chose que j'aime et aider les gens, et voilà. Une vie simple, quoi. Une vie simple. J'ai des objectifs financiers, j'ai des Ouais, comme objectifs tout le monde, financiers, hein, comme tout le comme monde. tout le monde, mais ces objectifs financiers, c'est pas pour nourrir, je vais pas m'acheter une Lamborghini, tu vois? C'est vraiment parce que, derrière, c'est quoi? C'est le confort de vie, c'est le temps que je vais pouvoir allouer encore plus à mes enfants, c'est leur permettre d'avoir une vie, une vie, épanouie, et cetera. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche beaucoup à avoir du temps, de l'argent aussi, certes, mais c'est vrai qu'avoir un confort de vie, c'est juste déjà avoir du temps pour soi, pour ses proches. Et c'est vrai que ça, c'est le top, quoi. Complètement, c'est le plus important. Est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours? Ouais, perso et pro. Alors perso et pro, moi maintenant je fais plus la différence. C'est-à-dire, enfin quoique, si perso, j'ai envie de faire un 10 kilomètres en moins de 40 minutes. Ambitieux, ok. Ouais, et pro, bah, pro c'est Natura Neo. C'est les accompagnements, 360 que je suis en train de développer avec, 2 autres naturopathes, Aurore, Bernard et Louise Pasquier, au travers de ma communauté, et c'est quelque chose qu'on va lancer dans pas longtemps, donc j'aimerais que ça marche, pas parce qu'il y a de la i pas pour avoir de la demande, dans le sens où, il y a de la demande, il y a énormément de demandes, mais j'aimerais, faire quelque chose, en fait, je suis en train de faire une sorte de clinique de médecine intégrative en ligne, où les gens Ok. arrivent avec, leur naturopathe, leur coach sportif. Ils ont un coach sportif qui leur est, alloué. Ils ont une sage-femme qui est là avec nous pour chapeauter tout ça. Donc je sais que ça va marcher, mais j'ai envie que ce soit, aux petits oignons, tu vois? Ouais, bah, après, quand on a un projet, c'est toujours, on veut que ce soit le top du top, hein. C'est pour Voilà, sortir quelque exactement. chose, approximatif, bon, je comprends. La dernière question, est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast? Dans quel domaine? C'est la question. Tous les domaines. OK, j'en ai beaucoup, parce que si c'est la partie, naturo, micronutrition, médecine fonctionnelle, il y a j'ai des dizaines et des dizaines de noms à te proposer. Est-ce que tu veux quelque chose qui soit plus en lien avec, l'activité physique? Moi, c'est vraiment, sport, santé, bien-être, donc Anaïs Gautron, j'ai fait des podcasts avec elle récemment, elle est au top, c'est une sportive, c'est une ancienne je dis ancienne, elle en pratique encore, mais elle faisait beaucoup de crossfit à une époque. Elle habite à San Francisco, elle est francophone, et elle s'occupe, on a un peu la même, niche, c'est-à-dire qu'on s'occupe des femmes, qui ont des troubles hormonaux, mais du coup, tu pourras peut-être beaucoup plus parler de ce sujet-là. OK, ouais, bah, en plus, justement, je cherche, ouais, OK, parfait. Anaïs Gautron. OK, bah, je Et note. ton audience, elle est plutôt masculine ou plutôt féminine? Écoute, il y a un peu des 2. Franchement, ça tourne un peu sur les 2. Ça dépend, on va dire, le podcast, La sur question. quoi il est orienté, ouais. D'accord, mais parce que, en fait, elle va parler bien sûr de sujets féminins, mais nous les hommes, c'est un vrai problème, c'est que moi je suis dedans, mais la majorité des hommes ne s'intéressent pas aux problèmes de leurs femmes et ne comprennent Beaucoup. pas leurs femmes parce qu'ils ne comprennent pas leurs hormones, et ça fait des problématiques de couple, et ça fait des ruptures parce que, si on arrivait à comprendre qu'on est tous, finalement pas les esclaves de nos hormones, mais qu'on est dépendant de notre système hormonal et qu'il y a des variations d'humeur, il y a des variations de comportement et qu'il faut les comprendre et qu'il faut appréhender tout ça pour essayer de mettre un peu d'eau dans son vin, bah, ça irait beaucoup mieux, et c'est à nous aussi les hommes de faire ce travail-là, de compréhension de ce qu'est une femme au niveau, hormonal. Ouais, j'en avais parlé justement avec, Gaël Baldassarré qui a créé, Kiffe ton cycle et qui, justement, on avait parlé de période, menstruelle et elle disait justement que oui, oui, il y a beaucoup d'hommes qui comprennent pas et qu'on a un rôle à jouer là-dedans, tout simplement, hein. Ouais, complètement. OK, bah, écoute, je note ça. J'essaierai de pas me tromper sur l'heure, du coup, avec le décalage horaire, mais ça devrait le faire. OK, bah, écoute, William, merci beaucoup, pour ton temps Eh ben, et puis, merci. C'est bizarre parce que d'habitude, j'aime bien me reposer les questions à la personne, sauf que c'est toi l'intervieweur, mais à chaque fois, j'ai envie de te demander: «Et toi? Et toi? Et toi, c'est quoi tes projets? Et toi, c'est quoi ton conseil?» bah, écoute, on va en parler si tu veux On en privé, il y a pas de on t'a problème. on t'a déjà interviewé? On m'a déj non, alors interviewé non, mais c'est vrai qu'à la fin du podcast, j'avais enregistré avec un ami et qui m'a aussi posé justement une question où j'avais, débriefé un petit peu là-dessus. Beh, C'était sympa, ouais. on fera un podcast dans l'autre sens alors. Ah si, quand tu veux, pas de OK. problème.
Écoute, merci beaucoup, puis à bientôt alors. Je t'en prie, merci. Ciao, ciao. Si tu devais retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est peut-être celle-ci. La santé ne se perd pas du jour au lendemain, elle s'abîme lentement par accumulation de manque. Merci à William pour cet échange clair, sans bullshit, et surtout applicable à la vraie vie. Si cet épisode t'a aidé à comprendre ton corps un peu mieux, partage-le, parle-en autour de toi, parce que l'information juste, au bon moment, ça peut vraiment changer une trajectoire de santé. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, et d'ici là, tu connais la devise, on reste focus et on enclenche le changement. À plus, bye bye. Focus Podcast.